deuxième édition pour cette année. J'espère que tout le monde m'entend bien. Jean-François, tu pourras me confirmer. Donc, nous sommes actuellement à une trentaine de participants. Donc, bienvenue à vous tous. Par rapport à la première édition, nous serons un petit peu plus d'animateurs que je vous présenterai au fur et à mesure que je vais leur donner la parole parce qu'en ce qui me concerne, je ne vais pas parler longtemps. Pour ce qui est des modalités du webinaire, quelques petites précisions. Nous avons mis en œuvre l'enregistrement du webinaire. Donc, nous espérons après pouvoir mettre cette édition sur le site Internet pour que ceux qui veulent le revoir ou le diffuser à d'autres puissent le faire. Par ailleurs, les documents que nous allons vous présenter, notamment le support donc, sous format PowerPoint, vous sera adressé à tous en format PDF avec les liens que l'on vous présentera. Et notamment, parmi les liens, un renvoi vers notre site Internet sur lequel on vous indiquera aussi qu'il y a d'autres documents qui seront à votre disposition. En ce qui me concerne, comme je vous le disais, je vais parler de juste 2-3 minutes et après, je laisserai la parole à mes collègues médecins du travail et intervenants en prévention des risques professionnels. Et par contre, je me chargerai de gérer vos questions et réponses. Donc, je vous invite, si vous avez des questions, à utiliser plutôt le module questions et réponses que le modèle conversation. De cette manière-là, je pourrai soit vous répondre en direct, soit prendre la parole pour demander à l'un des participants de répondre à tout le monde si je considère que la question peut intéresser tout le monde. Et cette synthèse des questions et réponses vous sera également adressée à l'issue du webinaire, probablement cet après-midi ou demain. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur la présentation et sur le lancement. Donc, Jean-François, merci pour cette deuxième diapo. Donc, le programme de tout ce que nous allons aborder aujourd'hui, des modalités de transmission et des mesures générales d'hygiène que l'on va rappeler. Et après, on va surtout enchaîner sur des mesures de prévention technique collective par rapport à un certain nombre de sujets que je ne vais pas lire là et que chacun des IPRP abordera chacun à son tour. L'évaluation des risques et des nouveaux risques, la réorganisation du travail et les nouvelles activités que vous pouvez mettre en œuvre et les moyens pour se protéger, nettoyer les postes de travail. J'avais déjà une question à ce sujet-là sur les produits de désinfection, de nettoyage, donc on en parlera. Et on parlera évidemment des masques, de leur pose et de leur retrait et du lavage des mains. Voilà. Aujourd'hui, donc, au 28 mai 2020, Sistel, tous nos centres sont ouverts, bien sûr. Tout le monde est à son poste ou presque. Les médecins du travail, les infirmiers diplômés en santé au travail, les IDEST, et les IPRP, les intervenants en prévention des risques professionnels, sont tous à votre disposition avec les services support, évidemment, pour répondre à vos questions, organiser des visites, intervenir en entreprise si nécessaire, en respectant bien évidemment les gestes barrières et les mesures de distanciation dont on reparlera dans quelques minutes, mais pour répondre à toutes vos questions. Et à un moment de ce webinaire-là, on vous parlera des prochains que l'on organisera qui seront beaucoup plus thématiques sur l'évaluation des risques, sur le document unique et peut-être d'autres ensuite sur l'ergonomie des postes de travail et des activités des organisations et les risques chimiques. Voilà, je pense que pour ma part, j'en suis arrivé au terme. Je vais passer la parole à Jean-François Gaillard, médecin du travail, conseiller de la direction, et qui va commencer par vous parler des visites médicales qui sont assurées en ce moment. Jean-François, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous. Alors, voilà, on assure bien sûr les visites médicales, même si on ne les assure pas toutes. Nous faisons déjà les visites d'information et de prévention initiale. Vous savez que les salariés sont classés en deux catégories, ceux qui ont besoin d'une aptitude et ceux qui n'en ont pas besoin. Ceux qui n'en ont pas besoin, on dit qu'on fait des visites d'information et de prévention, donc des VIP. Ces VIP sont faites pour les salariés pour lesquels elles doivent être faites avant la mise au poste, c'est-à-dire ceux qui travaillent de nuit notamment. Donc celles-là, on les réalise. Et puis ceux aussi qui sont exposés aux champs électromagnétiques de manière plus importante que la valeur limite tolérée. Et puis, nous les faisons aussi pour les gens, les salariés qui sont soit reconnus travailleurs handicapés, soit qui sont en invalidité, première ou deuxième catégorie, ou alors pour les femmes enceintes ou allaitantes ou revenant d'accouchement et les salariés mineurs. Ensuite, pour la deuxième catégorie, ceux qui ont besoin d'une aptitude qu'on appelle les catégories en surveillance individuelle renforcée ou CIR,
Nous faisons les examens médicaux d'embauche, on les fait tous, puisque ces examens doivent être faits avant la mise au poste. Et nous faisons aussi les examens médicaux périodiques, mais qui sont juste limités à ceux qui sont en surveillance liés à un rayonnement ionisant de catégorie A. Ici, nous n'en avons pas, puisque ce sont plutôt des salariés qui travaillent en centrale nucléaire. Pour les visites de reprise, donc nous pouvons allonger un petit peu les délais pour les visites de reprise. Vous savez qu'avant la crise, on devait les faire dans les 8 jours qui suivaient la reprise. Et bien là, la règle a un petit peu changé. Pour les surveillances individuelles renforcées, c'est-à-dire que les salariés qui ont besoin d'une aptitude par rapport à leur risque professionnel, nous avons 1 mois pour faire la visite de reprise. Pour tous les autres, c'est 3 mois, sauf quelques exceptions, qui sont les gens qui travaillent de nuit ou les gens qui sont reconnus travailleurs handicapés ou en invalidité, ou les femmes enceintes allaitantes ou revenant d'accouchement, ou les salariés mineurs. Là, nous pouvons faire la visite de reprise par anticipation, c'est-à-dire un petit peu avant la reprise. Voilà, c'est les petits changements qu'il y a eu. Bien sûr, nous privilégions le téléphone et la visite par téléphone quand c'est possible. Sinon, on fait une visite en présentiel et bien sûr en respectant les gestes barrières. Et on a organisé, nous, notre travail et nos locaux pour que l'on puisse assurer la sécurité sanitaire de nos salariés et des salariés que l'on reçoit. Les équipes santé-travail, donc, qui sont autour du médecin, ont aussi une activité envers les adhérents dont ils s'occupent. Ils appellent les entreprises, ils répondent à leurs questions quand il y a des questions et ils participent également au CSE, plutôt en visioconférence. C'est ce qu'on demande, que les CSE soient faits en visioconférence et ça, en général, ça se passe très, très bien et les gens peuvent participer. Alors, on va faire un petit point, mais ça, vous connaissez sûrement ça par cœur, sur cette fameuse épidémie, donc le Covid-19, cette maladie qui est une transmise, c'est le coronavirus qui est en cause, donc le coronavirus qui s'appelle SARS-CoV-2, c'est son petit nom. Covid-19, c'est le nom de la maladie qu'il provoque. Donc, les modes de transmission sont par les voies aériennes, et ça, c'est vraiment la transmission principale, par les gouttelettes qui sont transmises, qui sont éjectées par le nez ou la bouche lorsque la personne tousse ou éternue, même quand elle parle, elle chante. Et donc, ça, c'est la voie de transmission principale. Et puis, il y a aussi les voies de transmission par les mains, manuportées, parce que lorsque l'on met les mains à son visage, sur la bouche ou sur les muqueuses, on contamine ses mains et on peut contaminer d'autres personnes par cet intermédiaire. Il ne faut surtout pas faire comme la dame qui est sur la photo, qui tousse dans ses mains, qui est dans un transport en commun. Elle va mettre sa main sur la barre à côté pour se tenir et si quelqu'un d'autre remet la main sur cette barre et porte la main à sa bouche, eh bien, il peut se contaminer de cette manière. En fonction donc, des modes de transmission, il y a des mesures d'hygiène générale qui sont mises en œuvre et notamment, donc, on a bien compris que c'était les mains qui étaient le vecteur principal. Donc, il faut se laver les mains très régulièrement avec du savon. Le savon suffit, mais il faut bien se laver les mains et ça, on verra ça tout à l'heure. Comment il faut vous laver les mains. Alors, il ne faut pas utiliser de savon solide comme sur la photo. Il faut utiliser plutôt du savon liquide. Bien sûr, on s'essuie les mains avec du papier à usage unique que l'on jette. La désinfection des mains au gel hydroalcoolique ne doit pas être une priorité, ça doit être fait quand on ne peut pas se laver les mains. La priorité, c'est le lavage de mains et quand on ne peut pas, qu'on n'a pas de l'eau à proximité, eh bien, on utilise du gel hydroalcoolique et de la même manière, il faut faire la désinfection des mains de manière très rigoureuse, il y a une technique pour le faire. Bien sûr, on évite de se toucher le visage, les yeux, le nez ou la bouche avec les mains. Et quand on doit tousser ou éternuer, on se couvre la bouche, soit avec son coude, soit avec un mouchoir jetable. Et bien sûr, quand on s'est mouché ou qu'on a éternué dans son mouchoir, ou toussé dans son mouchoir, on jette le mouchoir et après, on se lave les mains. Bien sûr, on évite de se serrer la main et on évite les embrassades.
Et quand on jette son mouchoir à la poubelle, il vaut mieux avoir des poubelles à pied pour éviter de toucher le couvercle. Alors, lors de la reprise, vous pouvez avoir la crainte d'avoir des gens qui arrivent contaminés dans l'entreprise. Et nous, on vous conseille, plutôt que de faire comme sur la photo, de prendre la température systématiquement des gens qui rentrent dans votre entreprise, on conseille que vous informiez les salariés à rechercher les signes potentiels de maladie, notamment la fièvre. On peut demander aux gens de prendre leur température régulièrement pour voir s'ils ont de la fièvre avant d'aller au travail. Et puis, bien sûr, être attentif à la présence des premiers signes de la maladie, qui peuvent être des courbatures, une toux inhabituelle, bien sûr, une perte du goût et de l'odorat, je crois que c'est un signe assez spécifique, des troubles digestifs éventuellement, puisque ça a été décrit, et puis une fatigue inhabituelle ou alors un manque de souffle à l'effort. Et là, s'il y a un signe comme ça, eh bien, on dit aux salariés, ne venez pas travailler, prévenez votre employeur que vous ne venez pas et appelez votre médecin traitant pour avoir son avis. Si vous avez quelqu'un dans votre entreprise qui, tout d'un coup, fait de la fièvre, commence à tousser beaucoup, avoir des signes de maladie, eh bien, il faut avoir prévu un petit peu la chose et avoir prévu une salle pour pouvoir l'isoler. Le principe, c'est on le retire de son poste de travail, on l'isole dans une pièce, alors avec une chaise, par exemple, pour qu'il puisse s'asseoir, et on lui fait porter un masque de protection de type plutôt chirurgical. On verra les masques un petit peu plus tard, les différents types de masques, mais un masque chirurgical suffit. Et on peut donc désigner quelqu'un qui pourra s'en occuper. Par exemple, ça pourrait être un SST dans l'entreprise. Donc, il faut lui donner bien sûr toutes les moyens de protection, masque, lunettes, éventuellement une surblouse ou des gants. Voilà. Et la personne, on la met dans cette pièce et on lui permet d'appeler son médecin traitant pour qu'il puisse aller le consulter le plus rapidement possible. Et le but étant qu'il ait le moins de contact possible avec les autres salariés. Et puis, bien sûr, il faut mettre en place les gestes barrières. Une fois qu'on a organisé le retour, il faudra déjà lister les personnes qui auraient pu être en contact rapproché, parce que ça, c'est une question qui va être posée par le service de sécurité sociale qui suit les cas de Covid. Quand on a quelqu'un qui est confirmé Covid, eh bien, on recherche ses contacts dans les 48 heures qui ont précédé. Donc, les contacts, ce sont des gens qui sont approchés à moins d'1 mètre pendant plus de 15 minutes sans aucun moyen de protection. Et donc là, ce serait bien de les lister, parce que si la question est posée, on aura la réponse. Et puis, quand c'est frais, c'est plus facile à lister. Et puis, bien sûr, on désinfecte. Alors, la zone ou la pièce d'isolement, bien sûr, on essaie de l'aérer s'il y a des fenêtres. Et on désinfecte tout ce qui a été touché, notamment le poste de travail. On reparlera de la désinfection tout à l'heure. Alors, quelques organisations qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire il faut fournir des moyens d'hygiène pour que les gens, les salariés puissent se laver les mains avec de l'eau et du savon et éventuellement du gel s'il n'y en a pas. Donc, il faut prévoir les points d'eau, ou au moins les signaler et les repérer et les signaler, les approvisionner suffisamment en savon et en essuie-mains. À défaut, on peut mettre des points d'eau provisoires, des bidons qui sont étiquetés en tant que tels, avec bien sûr à côté le savon et les essuie-mains. Le séchage des mains doit se faire donc par des serviettes. Il faut proscrire les souffleurs, les sèche-mains souffleurs et les torchons. Et puis, bien sûr, on ne se lave pas les mains avec du détergent ou du désinfectant. Ça ne sert qu'à une chose, à vous abîmer les mains. Ça ne sert à rien. Ça suffit largement. Et puis, rien n'interdit de se mettre régulièrement des crèmes hydratantes, puisqu'on sait que le gel hydroalcoolique assèche les mains énormément. Voilà. Donc, je termine avec une petite liste qui peut vous aider à une sorte de checklist, qui peut vous aider à ne rien oublier. Donc, il faut du désinfectant du type alcool à 70. On dit il faut au moins 60 degrés pour tuer le virus. Donc, 70, c'est très bien. 90, c'est beaucoup trop fort.
Les lingettes désinfectantes, le savon liquide et les essuie-mains, on l'a vu. Les poubelles qui doivent être à pédales, hein, ça c'est très important pour éviter de les toucher et de se contaminer. Les sacs à déchets en plastique, bien sûr, et qui se ferment également. Les points d'eau, bien sûr, qu'il faut étiqueter. Il faut avoir des gels de solutions hydroalcooliques et réfléchir à quels endroits stratégiques on peut les mettre. Et puis, bien sûr, s'assurer de l'alimentation en masque. Alors, il y a les différents types de masques, hein, et ça, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Très bien. Donc, merci beaucoup Jean-François pour toutes ces informations. On va enchaîner avec les IPRP que vous ne voyez pas en vidéo. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas activé leur caméra ou si Jean-François, tu peux voir ce qu'il est possible de faire. Toujours est-il que le plus important, c'est donc le support d'écran que vous voyez. Donc, je passe la parole à Thierry Vézier, qui est responsable du pôle hygiène et sécurité des intervenants en prévention des risques professionnels. Thierry ? Oui, alors bonjour à tous. Moi, pour ma part, je vais vous présenter le chapitre sur l'évaluation des risques. En effet, la pandémie a induit des nouveaux risques qui peuvent être directs. Donc ça, c'est le cas, par exemple, de la contamination avec le Covid-19, ou indirects, notamment par rapport aux nouvelles pratiques comme le télétravail ou ce qui peut résulter des mesures de prévention qui ont été mises en œuvre, et notamment un isolement dans les bureaux ou entre collaborateurs. Alors, l'employeur, il reste garant de la santé et de la sécurité de ses salariés et il se doit donc d'évaluer ces nouveaux risques. J'attire néanmoins votre attention sur le fait qu'il reste primordial de poursuivre la prévention des risques classiques qui existaient déjà au sein de vos établissements. Donc, concernant l'évaluation de ces nouveaux risques, elle doit résulter d'une démarche collaborative avec notamment le comité social et économique, le CSE s'il existe, les salariés eux-mêmes qui seront, et on vous invite effectivement à les faire participer pour qu'ils puissent vous faire un retour sur les mesures qui ont été mises en œuvre, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, les difficultés que ces mesures peuvent engendrer. Et puis, bien sûr, au besoin, vous pouvez solliciter votre service de santé au travail, le SISTEL, où on se tient à votre disposition pour vous accompagner et vous conseiller. La consultation du CSE, je reviens juste sur la diapo. Voilà. La consultation du CSE, elle est de toute façon à prendre en compte dès qu'il y a un changement d'organisation ou un changement qui impacte l'organisation du travail, ce qui est le cas a priori dans les protocoles de reprise d'activité. Et bien sûr, il faudra penser à retranscrire cette évaluation des risques et implémenter votre document unique d'évaluation des risques. Alors, on va chercher à évaluer dans un premier temps les risques les plus préoccupants et qui vont concerner effectivement donc le Covid et les risques de contamination. Donc, on va aller s'interroger sur les risques de contact étroit ou rapproché avec une personne ou un collègue de travail. Donc, ça peut être un collègue de travail, mais ça pourrait être le public également, une personne potentiellement contaminée, donc avec les contacts directs à moins d'1 mètre. Donc, ça, ce serait un petit peu le pire des cas. Et ou les contacts prolongés de plus de 15 minutes. Ne pas négliger les risques de contact également direct démassal sur le visage. Ça, c'est des choses qu'on oublie souvent, mais les mains, elles vont être en contact avec les différentes surfaces, avec les différents objets, les outils du quotidien, les moyens partagés. Alors, je ne sais pas, dans un bureau, ça peut être une photocopieuse, dans un atelier, un tournevis, une visseuse ou que sais-je. Et une fois qu'on a touché ces objets, on a donc le virus sur les mains et on a des gestes parasites sur une journée. D'ailleurs, si vous regardez depuis le début du webinaire, vous êtes déjà touché probablement plusieurs fois le visage pour vous frotter les yeux, le nez, la commissure des lèvres, les joues simplement. Et ça, c'est un risque de contact en fait indirect par la suite puisque vous allez ingérer ou inhaler le virus. Voilà, et il y a donc le risque également de contact avec les surfaces ou objets contaminés comme des poignées de porte, par exemple, qui est le plus fréquent. Alors, là, on va regarder un petit peu sur les mesures de prévention, les techniques collectives. Moi, je n'aborderai pas les mesures d'hygiène individuelles comme le lavage des mains ou le nettoyage des infections qui sera abordé par la suite dans le diaporama. Donc, vous pouvez, par exemple, regarder sur tout ce qui est distanciation et le respect des distances, penser à mettre en place un marquage au sol. La distance qui fait référence, c'est 1 mètre. Donc ça peut être matérialisé par des bandes adhésives sur le sol, des barrières, des banderoles qui permettent
de limiter le nombre de personnes ou de maintenir les distances. Pensez à organiser les postes de travail avec les fameux 4 mètres carrés par personne. Assurer une distance de sécurité à l'aide de dispositifs spécifiques. Donc ça, on pense plutôt aux personnes sur les accueils physiques, le contact avec le public notamment. Donc ça, on peut penser par exemple sur des interphones, les fameux écrans en plexiglas qu'on a vu fleurir dans les supermarchés. Pour tous les commerces, justement, on peut privilégier les moyens de paiement automatiques, la carte bleue, les monnayeurs de caisse, les moyens sans contact. Pensez à enlever dans les salles d'attente, les lieux d'attente ou même en entreprise, dans les espaces visiteurs, en fait, tous les objets qui peuvent être manipulés ou qui pourraient être touchés, comme les revues, notamment les documents, les plaquettes. Et puis, limiter le nombre de visiteurs ou de clients dans un même lieu, en un même moment, et penser à organiser les files d'attente. N'oubliez pas également de penser aux sous-traitants et aux entreprises extérieures. Ceux-là, souvent, c'est un peu les parents pauvres, on les oublie toujours. Pensez à organiser aussi ces activités-là et regarder les risques liés à la coactivité. Le prêt d'outillage, donc là on est plus sur les ateliers, mais ça pourrait être aussi dans des bureaux, s'il y a des outils ou du matériel qui est partagé, effectivement on va chercher au maximum à équiper chaque salarié avec un outil qui lui est propre de manière individuelle, sauf éventuellement si le port des gants est en place dans l'établissement. J'attire votre attention sur le fait que le port des gants, ce n'est pas une simple mise à disposition des gants, mais il faudra veiller à un port effectif des gants. Les gants, faites attention également, ça peut procurer un faux sentiment de sécurité. Si on a des gants qui sont portés toute la journée, que la personne ou le salarié touche différentes surfaces, se touche par la suite le visage avec, ça revient au même en fait que s'il n'y avait pas de gants, puisque le contact manuporté sera toujours présent. Donc, on va chercher à limiter le prêt d'outillage entre collègues. Si ce n'est pas possible parce qu'on n'a pas d'autre matériel ou que c'est du matériel trop onéreux pour être acheté en nombre, on pensera à mettre en place et à faire appliquer des protocoles de désinfection de l'outillage entre chaque utilisateur. C'est-à-dire qu'un même utilisateur pourra l'utiliser plusieurs fois. Par contre, à partir du moment où il prêtera le matériel à son collègue, on verra à le nettoyer. On nettoiera également régulièrement toutes les surfaces de contact. Alors, on en a listé quelques-unes, la liste est loin d'être exhaustive. Les comptoirs, les ordinateurs, les claviers, souris, donc tout ce qui est matériel informatique, les terminaux de paiement dans les commerces, les appareils électroménagers dans les cuisines, les salles de pause, les poignées de porte. Il y aura bien sûr également tout ce qui est sanitaire. Alors, un point sur lequel on est souvent interrogé, ça va être l'aération des locaux. Donc là, il est recommandé d'aérer très régulièrement, le plus souvent possible, les locaux, ce qui ne devrait pas poser de problème. On est à la bonne saison pour ce faire. Donc, c'est plusieurs fois par jour pendant 15 minutes, si vous avez possibilité, ou même de laisser la fenêtre ouverte toute la journée si vous le pouvez. Faire attention à ne pas obstruer les entrées d'air ni les bouches d'extraction d'air qui peuvent être situées souvent en plafond. Pour les systèmes qui sont dits à simple flux, ça veut dire qu'ils sont équipés en fait d'une centrale qui va prélever l'air à l'extérieur des bâtiments, le réchauffer ou le refroidir et l'injecter à l'intérieur du bâtiment. Ces systèmes-là doivent être maintenus en fonctionnement. À l'inverse, des systèmes qui sont dits à recyclage, où en fait vous avez une cassette à l'intérieur d'un bureau ou d'un atelier qui va se contenter de prendre l'air du local, de le refroidir ou de le réchauffer et de le réinjecter à l'intérieur de ce même local. Donc là, ce serait un système en fait qui risque de brasser le virus à l'intérieur du local. Donc nous, on conseille plutôt d'éviter ce type de système et de les mettre à l'arrêt. Voilà. Concernant ce qu'on appelait les mesures administratives, en fait, c'est plus la partie rédaction des documents, les documents que vous pouvez afficher ou rédiger. On aura effectivement les consignes générales d'hygiène et de respect des gestes barrières. Typiquement, c'est la petite affiche que vous voyez présentement sur la slide, que vous pouvez vous procurer facilement, mais qui doit être rappelée dans les locaux. Les consignes de nettoyage des mains, et ça on va y revenir, mes collègues vont vous en reparler, mais effectivement, c'est important d'insister sur le nettoyage des mains. Il y a des techniques spécifiques. Le port du masque, c'est la même chose. Définir en fonction de votre évaluation des risques quels sont les moments où le port du masque est nécessaire et quel type de masque est nécessaire. J'insiste également que ces équipements doivent faire l'objet d'une formation au port.
un masque, il y a une technique effectivement pour le mettre, le porter, le retirer. C'est la même chose sur les gants et sur les EPI en règle générale. Vous pouvez penser à signaler la position des points d'eau dans vos bâtiments, sur les sites, y compris si c'est sur un chantier. Pensez à l'accès de vos visiteurs ou de vos clients sur les sites. Est-ce qu'ils sont régulés? Est-ce qu'ils sont anticipés, préparés à l'avance avec les contacts que vous avez déjà? Définir si besoin un plan de circulation permettant de respecter la distanciation sociale. Donc effectivement, là on adopte un petit peu le principe des cuisines. Hein. Dans l'agroalimentaire, c'est une marche en avant. On va éviter que les personnes se croisent, en fait, qu'il y ait des retours. Donc essayer de déterminer un sens de circulation. Pensez à afficher, mais surtout à prévenir et informer vos collaborateurs des consignes en cas de prise en charge d'un cas symptomatique. Donc une personne qui développerait les symptômes sur le lieu de travail, vous devez d'avoir une consigne et de savoir comment réagir à ce moment-là. Et puis enfin, et ça on n'y pense pas toujours non plus, c'est de mettre à jour vos consignes d'urgence, comme les interventions des SST. Donc l'INRS a publié une petite annexe, en l'occurrence, pour guider les SST dans leurs interventions en contexte pandémique. Et puis également les risques d'incendie qui peuvent avoir été modifiés, au moins les consignes, en fonction des mesures de prévention que vous aurez mis en œuvre. Vous pouvez avoir du personnel qui va être absent, probablement encore pour certains en télétravail, ou qui ont changé de lieu à l'intérieur de vos bâtiments, et ça peut modifier effectivement les règles d'évacuation. Pensez à mettre à jour ces documents. Merci beaucoup Thierry. Avant de passer la parole à William, je vais te demander de répondre à une question qui pourra intéresser beaucoup de monde. Donc merci à Frédéric d'avoir posé cette question. Pourriez-vous préciser les mesures recommandées portant sur l'utilisation des climatisations avec les chaleurs qui arrivent? Donc ça va rejoindre un petit peu la ventilation, mais je te laisse répondre. Oui, bah là effectivement, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, sur les climatisations, sur les simples flux, en fait, qui permettent effectivement d'évacuer la charge virale. Enfin, la charge virale, c'est plus pour le corps humain, mais la quantité de virus qui vont être présents dans l'atmosphère d'un local. Donc ça, on les maintient en fonctionnement. Ça permet de faire un courant d'air, en fait, et d'évacuer. C'est la même chose sur les aspirations que vous avez en plafond. Par contre, tout ce qui est système à recyclage, le système à recyclage, peu ou prou, c'est la même chose qu'un ventilateur. Les petits ventilateurs tournants, en fait, ça brasse l'air, ça vous apporte un courant d'air, donc on a une sensation de rafraîchissement. Néanmoins, ça va remettre en suspension des particules et ça va les diffuser dans le local. Donc effectivement, là, il est recommandé plutôt de les couper. Là où j'aurais malheureusement pas forcément de solution à vous proposer, c'est si vous avez uniquement un système à recyclage pour ventiler vos locaux, avec les températures importantes qui vont arriver, il faudra effectivement là, se reposer la question, peut-être remener une évaluation des risques, et le cas échéant, si vous ne pouvez pas faire autrement, peut-être demander aux salariés qui sont présents dans le local de porter un masque type masque chirurgical ou les nouvelles catégories qui sont rentrées en vigueur avec la pandémie pour éviter la dispersion du virus dans l'atmosphère. Merci pour cette réponse. Donc, on va pouvoir passer la parole maintenant à William Lee, qui est ergonome et responsable du pôle ergonomie des intervenants en prévention des risques professionnels. William. Bonjour à tous. Donc, on va continuer sur les mesures organisationnelles, finalement, qui sont liées à toutes les mesures qu'on doit prendre pour lutter contre le Covid. Donc, comme l'a dit mon collègue avant, les premières mesures à prendre, c'est les mesures de distanciation physique. Donc ça, forcément, ça va changer l'organisation des flux et des espaces. Donc on va chercher à limiter le nombre de personnes présentes en même temps dans des locaux. Alors, on peut choisir de décaler des horaires, on peut organiser le télétravail, on peut disperser les gens dans des locaux vides, par exemple des salles de réunion. Mais tout ça, c'est des choses qui doivent s'anticiper. Donc, comme l'a dit également mon collègue, on va limiter, on va mettre 4 mètres carrés par salarié. On va faire en sorte qu'il y ait au moins 1 mètre entre les personnes et on va faire en sorte d'éviter les contacts prolongés. Si la distanciation n'est pas possible, c'est là où on va commencer à mettre des barrières physiques type plexiglas ou autre. D'ailleurs, on peut imaginer un certain nombre de choses. On va bien sûr définir un plan de circulation. Et on va aussi voir finalement quels moyens de communication
sont les plus adaptés en évitant au maximum les rassemblements de personnes dans des espaces réduits. Donc ça, ce sont les consignes très formelles, mais vous voyez que ça va, en fait, ça va changer l'organisation de l'activité d'un site, de l'activité d'une entreprise et de l'activité des personnes. J'y reviendrai plus tard. Un petit point sur le télétravail, puisque finalement c'est un mode de travail qui s'est fait dans l'urgence avec la crise sanitaire. On l'a pensé temporaire un temps, on se rend compte que c'est un télétravail temporaire qui a tendance à durer. Donc si ça dure, ça veut dire qu'on a des risques associés, qu'on a des risques notamment de troubles musculo-squelettiques. Donc même si c'est occasionnel, même si on pense que ça va être sur une durée limitée, finalement, on s'aperçoit qu'on n'en est pas sûr. 2 mois, on commence à être sur des périodes qui sont assez longues. Donc, il va vraiment falloir penser à installer un vrai espace de travail et à aménager le poste pour éviter au maximum les troubles musculo-squelettiques. On a une plaquette, un travail sur écran sur notre site internet que vous pouvez consulter sur l'aménagement des postes de travail et également sur l'aménagement des postes avec ordinateur portable et en télétravail. L'entreprise peut être amenée à fournir du matériel d'appoint si nécessaire. Un clavier, une souris, un écran déporté, tout ce qui va permettre de s'installer au mieux. Au-delà de l'installation, il va aussi falloir l'organiser, ce télétravail. Donc, définir des horaires, une planification. Alors, ça peut être l'entreprise qui définit les horaires, ça peut être les salariés qui définissent leurs horaires dans une certaine marge. Et puis, il va falloir organiser les contacts réguliers, alors avec le manager et avec l'équipe, non plus pour ne pas isoler les gens. Puisque là, on peut se retrouver avec des personnes qui finalement vivent mal ce télétravail qui peut être un certain confort, mais qui correspond aussi à un certain éloignement du collectif de travail. William, je me permets de t'interrompre une seconde. Je ne sais pas comment tu es positionné par rapport à ton micro, mais on ne t'entend pas très distinctement. D'accord. Attends. Est-ce que c'est mieux là? Ça a l'air. Ok. On va également aussi, dernière chose sur le télétravail, alors tenir compte des conditions particulières dans lesquelles se trouvent les salariés pour leur fixer des objectifs qui soient atteignables. On sait qu'on a des personnes qui doivent aussi garder leurs enfants, alors qu'ils peuvent s'arranger dans un certain nombre de cas, mais pas toujours. Et on sait que cette activité de travail, elle risque d'être perturbée par des éléments qui, compte tenu de la situation, ne peuvent pas être évacués. Donc ça, c'est bien à prendre en compte aussi dans ce qu'on demande aux personnes en termes d'objectifs. Une chose qu'il va falloir aussi voir dans l'organisation du travail, c'est tout ce qu'on se transfère dans une journée de travail entre les différents salariés. Alors ça peut être des marchandises ou des produits sur une ligne de production. Ça peut également être des documents, si on prend du travail administratif, ou même je pense à la préparation de commandes finalement qui fonctionne beaucoup sur du document papier. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir organiser et se poser la question à un moment, est-ce qu'on crée des zones tampons? Comment est-ce qu'on décontamine les choses qu'on se transmet de salarié en salarié en limitant au maximum le passage de main en main? Et donc, quelles mesures on met en place, que ce soit de la prévention, de la protection individuelle ou de la protection collective pour éviter justement ces fameux contacts manuportés. Il va falloir mener une vraie réflexion sur les outils qui vont permettre aux personnes d'aider les manutentions en limitant les contacts. Je pense aussi aux manutentions à deux, parce qu'on a beaucoup de métiers finalement où on se retrouve à devoir travailler en commun pour porter des charges, pour manutentionner des charges. Donc, voir à ce moment-là, est-ce qu'on peut mettre des aides à la manutention pour éviter les binômes, réduire les charges si possible. Donc, est-ce qu'on peut fractionner les charges, soit demander aux fournisseurs, soit fractionner en amont avec une zone tampon pour éviter justement ces soucis. Pour tout ce qui est documents, forcément, on va privilégier
les documents électroniques plutôt que les documents papier qu'on passe de main en main et qui sont pour le coup un vrai vecteur de transmission du virus. Donc une fois qu'on a compris tout ça, finalement qu'on a compris que toutes ces mesures, elles allaient entraîner des changements dans l'entreprise, il va falloir faire attention à ce que la distanciation physique devienne pas une distanciation sociale. Alors, si vous regardez là le schéma de droite, c'est le schéma d'un système social, donc comment un collectif cohabite, comment des individus entre eux cohabitent. Là, on voit que on est en train de changer la structure. Donc la structure, c'est quoi? C'est l'organisation, c'est l'espace, c'est les canaux de transmission de l'information. On voit qu'on a une culture aussi qui est en train de changer. Donc on a une culture un peu du toucher, on se serre la main, on se fait la bise au travail, plutôt que de téléphoner, on va voir le collègue directement sur son poste de travail. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de changer. Et puisque la structure et la culture changent, de fait, les relations entre les personnes, elles vont également évoluer. Donc il va falloir à un moment anticiper les conséquences de cette distanciation physique, de ces changements de structure et de culture dans le relationnel, et puis essayer d'évaluer, essayer d'anticiper ce que ça va entraîner. Donc on a besoin au retour au travail d'accueillir les personnes de façon justement personnalisée. On a besoin de communiquer aussi de manière adaptée pour expliquer quelles sont les mesures prises, quelle est la nouvelle structure, quels sont justement ces fameux canaux de communication, comment est organisé l'espace, et puis finalement comment dans cette nouvelle culture, dans cette nouvelle structure, on va s'organiser pour interagir les uns avec les autres. Donc ce qu'on a besoin, c'est vraiment là de recréer un collectif de travail, puisque les relations étant changées, forcément on a un collectif qui travaille différemment. On s'aperçoit qu'on a eu des salariés qui n'ont pas forcément été tous dans la même situation. Il y a des gens qui sont restés sur site, des gens qui ont télétravaillé, des gens qui ont été au chômage partiel. On a des gens qui ont été en surcharge, d'autres qui ont été en sous-charge. Donc tout ça, ça crée un vécu différent finalement sur une même situation au sein d'un même collectif de travail. Donc il va vraiment falloir faire le bilan de cette période, quel a été le ressenti des salariés par rapport à la situation de confinement, et puis faire un retour d'expérience pour en tirer les aspects dont on peut continuer à se servir, justement pour entretenir ces relations et puis continuer à pouvoir travailler, et puis les aspects plus négatifs qu'il va falloir améliorer pour éviter les effets délétères justement de cette distanciation sociale. On peut passer à la diapo suivante. Voilà. Il va falloir réorganiser le travail. Il va falloir définir finalement collectivement comment est-ce qu'on organise le travail. Est-ce qu'on est toujours en capacité de produire de la même manière qu'avant? Est-ce qu'il est toujours possible déjà de produire compte tenu de la situation et compte tenu des mesures qu'on doit prendre pour lutter contre le Covid? Comment est-ce qu'on va prendre en compte ces mesures barrières et puis s'adapter collectivement finalement à cette nouvelle organisation et puis à cette nouvelle manière de produire? On va avoir beaucoup d'idées, il va falloir arbitrer finalement les possibilités qu'on a pour continuer à travailler sans se contaminer. Est-ce qu'on va choisir un moment collectivement de prendre peut-être plus de risques de troubles musculo-squelettiques parce qu'on aura des gestes un petit peu plus contraints? Si vous prenez l'image de droite, on voit une ligne de production sur laquelle on a mis des plexiglas. On a 2 personnes qui travaillent dessus. Donc, sur une ligne classique, on sait que les gens ont des marges de manœuvre qui vont pouvoir circuler le long de la ligne. Et peut-être qu'il y en a un moment qui va s'occuper de la cagette qui est en bout de ligne et que l'autre va prendre en charge son poste pendant quelques secondes. Là, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui n'est plus possible. Donc, comment est-ce qu'on s'organise pour continuer à faire ce travail-là? Est-ce que le plexiglas est la bonne idée ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres mesures à prendre en compte pour pouvoir réaliser le travail? Et forcément, on va devoir redéfinir les attentes en termes de productivité et de qualité. Peut-être qu'on n'arrivera pas à produire autant,
peut-être qu'il y a des éléments de qualité qu'on pourra pas tout à fait mettre en œuvre parce que il faudra appliquer ces fameuses mesures barrières. Donc ça, c'est vraiment un compromis à trouver dans le collectif de travail et puis avec la direction de l'entreprise pour voir ce qu'on peut faire. Il faudra surtout pas oublier les autres risques et puis bien évaluer les risques qui vont être engendrés par la mise en œuvre des mesures barrières. Donc moi qui suis ergonome, les principaux risques auxquels je m'attache, ce sont les risques de TMS, donc troubles musculo-squelettiques, risques psychosociaux et accidents. À un moment, comment est-ce que la mise en place d'un plexi va gêner la gestuelle d'une personne? Et du coup, comment est-ce qu'on met ce plexiglas? Est-ce que c'est une bonne idée de le mettre ou pas? Si on le met, de quelle manière? Et puis, en laissant quelle marge de manœuvre dans les tâches à faire et puis dans la gestuelle des personnes qui travaillent. Donc, il y a vraiment une grosse réflexion à mener sur ces points-là. Il ne s'agit pas simplement de mettre des mesures barrières et penser que qu'on va pouvoir continuer à travailler de la même manière. Il faut repenser la manière dont on va gérer l'activité des personnes. Alors pour conclure sur cette partie, une situation de travail, finalement, on se rend compte que c'est un tout et il faut la prendre vraiment dans sa globalité. Il ne faut pas que ces mesures de lutte contre le Covid rentrent en contradiction avec le travail et empêchent totalement de le faire. Donc, les mesures, les contraintes qui sont engendrées justement par ces mesures, elles doivent être vraiment évaluées, puis on doit adapter la situation en conséquence. Donc, choisir collectivement quelles mesures on met en œuvre ou pas, et choisir collectivement de quelle manière on s'organise pour éviter de se contaminer en continuant à faire notre travail. Et je vais laisser la parole à mon collègue. Alors, je réactive mon micro pour reprendre la parole. Effectivement, je vais passer la parole à Jérémy Lenormand, qui est responsable du pôle toxicologie des IPRP de Sistel. Avant de te donner la parole, Jérémy, je vais attirer ton attention sur deux questions qui te concernent, et je pense que ça fait partie des sujets que tu vas aborder. Une première question qui concerne les produits de désinfection, eau de javel ou alcool ménager ou alcool à brûler, etc. Donc, j'imagine les avantages, les inconvénients ou les intérêts des uns et des autres. Et une deuxième question qui concerne les lingettes. Une personne qui utilise beaucoup de lingettes bactéricides, mais qui s'interroge pour savoir si elles sont également virucides. Voilà. À toi la parole, Jérémy. Très bien, bonjour à tous. Donc, je vais compléter les mesures organisationnelles en abordant tout ce qui concerne le nettoyage et la désinfection. Donc, effectivement, dans le contexte sanitaire actuel, il s'agit de renforcer les opérations d'hygiène des locaux et des équipements. Donc, pourquoi? Tout simplement parce qu'on le sait depuis quelque temps maintenant, le coronavirus a une capacité de survie qui varie de quelques heures à quelques jours. Donc 2-3 heures sur surface sèche et jusqu'à 5 jours sur surface humide. Donc avant de savoir s'il s'agit de nettoyer classiquement ou de désinfecter, je vais revenir sur ces deux termes-là. Donc le nettoyage classique, il utilise des produits à base de tensioactifs. Donc l'action de nettoyage, c'est le dégraissage. Donc ces tensioactifs ont une action de solubilisation sur l'enveloppe lipidique du Covid et du coronavirus, et du coup peuvent l'inerter. En ce qui concerne la désinfection, donc on utilisera des produits quand même beaucoup plus agressifs. Donc l'objectif, il y a une petite fenêtre sur mon, si on peut l'enlever. Hop, voilà. Donc la désinfection consiste à réduire drastiquement le nombre de micro-organismes, donc virus, germes et spores. Donc la procédure choisie, à savoir nettoyage ou nettoyage et derrière en complément désinfection, requiert forcément une analyse des risques. Et donc là, on fait le lien avec ce qu'a dit tout à l'heure mon collègue Thierry Vézier. Donc si la surface présente un risque faible de contamination
par exemple des locaux de faible affluence ou des bureaux privés, et ben, un nettoyage classique peut suffire. Par contre, si effectivement on a des surfaces qui présentent un risque fort de contamination, soit des locaux recevant du public, ou alors tout ce qui est, effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure, les poignées de porte, les interrupteurs, les sanitaires, etc. Là, il faudra procéder à une désinfection. Donc, quels produits utiliser justement pour cela? Donc, en ce qui concerne le nettoyage classique, ça va être des produits d'entretien à usage courant, hein, à partir du moment où ils contiennent une faible proportion de tensioactifs. Donc, ça va être des savons, des dégraissants, des détergents. Pour la désinfection, donc c'est des produits vraiment plus spécifiques. La question qui se posait, c'est quel produit de désinfection utiliser. Il existe des normes, hein, des normes virucides pour reconnaître un produit de désinfection efficace. Donc, c'est la norme NF-EN 144-76. Mais en complément de ces produits normés, il y a également des produits qui contiennent des substances dont on connaît les propriétés biocides sur les coronavirus humains. Donc, c'est tout ce qui est eau de Javel, donc titré à 0,5% de chlore actif. Donc, globalement, ce sont des berlingots du commerce, hein, qui sont titrés à 2,6, qu'on dilue au 5e. Donc, une fraction pour 4 fractions d'eau. Ce sont également des produits qui contiennent du peroxyde d'hydrogène, connu également sous le nom d'eau oxygénée, titré également à 0,5%. Et ce sont tous les produits à base d'alcool, que ce soit éthanol ou isopropanol, à partir du moment où la concentration de cet alcool est supérieure à 70%. Donc, dans la mesure où on augmente la cadence de nettoyage, les temps d'exposition, etc., et qu'on utilise potentiellement des produits plus agressifs pour la désinfection notamment, il y a des risques associés forcément à ces produits-là. Donc, en ce qui concerne le nettoyage, ce sont des risques assez classiques qu'on voit notamment pour le personnel d'entretien, qui est lié à différents composants des produits, que ce soit les agents chélateurs, les conservateurs ou les colorants, voire les parfums. Donc, ça peut aller de la sécheresse de la peau, des irritations, des crevasses si le temps d'exposition est prolongé, jusqu'à des phénomènes allergiques, qu'ils soient cutanés ou respiratoires, en fonction du terrain allergique de l'utilisateur. En ce qui concerne la désinfection, donc là, je le mentionnais, ce sont des produits quand même beaucoup plus agressifs. Donc l'eau de Javel, on connaît ses propriétés irritantes pour les yeux et la peau, donc si le contact est prolongé. Mais également, il y a des possibilités de dégagement gazeux à partir du moment où on mélange l'eau de Javel à certains produits dits incompatibles, comme les acides, les détartrants qui sont forcément acides, et l'ammoniac. Les alcools aussi, qui sont pas neutres en soi, puisque leur principale action est une action de dégraissage, surtout qu'ils sont hautement concentrés. Donc, ils sont susceptibles de provoquer dessèchement ou irritation de la peau, des crevasses. Et puis, il faut également faire un lien avec l'inflammabilité très importante de ces composés. Donc, il faudra en tenir compte lors de l'utilisation, mais également lors du stockage de ces produits. Enfin, le peroxyde d'hydrogène également n'est pas connu pour être un réactif très très stable. Donc, il peut réagir avec certains solvants, notamment les alcools, les oxydants puissants comme l'eau de Javel, avec des risques de projection, de dégagement gazeux ou de chaleur. Donc, il faudra être particulièrement vigilant, notamment pour ne pas mélanger ces différents produits, eau de Javel, alcool et H2O2, car on peut le voir, effectivement, ça peut occasionner des réactions dangereuses. Donc, ceci nous ramène à l'évaluation des risques chimiques, notamment lorsqu'on mettra en place un de ces produits-là, il faudra déterminer le niveau de risque pour pouvoir adapter les équipements de protection individuelle derrière. Donc, soit des lunettes de sécurité si nécessaire ou des gants de protection chimique. Donc, on en parlait tout à l'heure en ce qui concerne les équipements de protection individuelle et notamment le masque. Donc, je ne parlerai pas des masques de type FFP2 en raison de la pénurie
actuelle. Donc, on parlera particulièrement des masques dits barrières, qui est un peu une nouveauté liée au Covid. Donc, il y a une note de la Direction générale de la santé, des entreprises et du travail du 29 mars 2020 qui précise 2 catégories de masques barrières. Donc, les masques alternatifs de niveau 1, qui sont plus à destination des salariés susceptibles de recevoir du public, donc avec un niveau de risque potentiellement fort. Donc, ce sont des masques qui sont susceptibles de filtrer 90% des particules supérieures à 3 micromètres en expiration. Et à côté de cela, on a des masques de barrière de catégorie 2 qui ont une capacité de filtration un peu inférieure, de l'ordre de 70% des particules supérieures à 3 micromètres. Donc tout cela, bien sûr, est normé, donc avec la norme NFEN 149 ou norme AFNOR masque barrière. Il est bien évident que les masques en tissu fait maison ne sont pas normés et donc ne garantissent pas le même niveau de filtration. Enfin, on va finir par 2 vidéos. On en parlait tout à l'heure, notamment Thierry Vézier qui en parlait hein, sur les consignes en termes de port de masque, parce que dans la vie de tous les jours, on voit des masques qui sont portés un petit peu de manière très particulière. Donc cette vidéo a pour but de préciser la façon dont on doit porter un masque pour qu'il soit efficace. Pour mettre un masque médical, commencez par vous laver les mains avec de l'eau et du savon ou un gel antibactérien. Ensuite, sortez un masque neuf de son emballage et assurez-vous qu'il ne comporte aucun trou. Localisez le haut du masque qui est rigide, mais peut être modelé afin de s'adapter à votre nez. Le côté coloré du masque doit être à l'extérieur et le côté blanc contre votre visage. Ensuite, mettez le masque sur votre visage pour qu'il couvre votre nez et votre bouche. S'il comporte des boucles pour les oreilles de chaque côté, faites-les passer autour de vos oreilles pour le maintenir en place. S'il a des cordons, mettez les cordons supérieurs autour du haut de votre tête et faites un nœud pour les maintenir en place. Faites la même chose avec les cordons du bas et nouez-les sur votre nuque. Si le masque a des bandes, faites passer la bande supérieure autour du haut de votre tête, puis faites descendre la bande inférieure afin qu'elle repose sur votre nuque. Modelez le bord supérieur du masque pour l'adapter à votre nez et tirez sur la partie inférieure pour que votre nez et votre bouche soient couverts. Avant de retirer votre masque, lavez vos mains avec de l'eau et du savon ou avec un gel antibactérien. Ensuite, retirez le masque en commençant par les boucles des oreilles, les cordons ou les bandes. Évitez de toucher la partie frontale du masque car elle peut être contaminée. Enfin, jetez-le dans la poubelle et lavez-vous les mains une nouvelle fois. Voilà, j'espère que la qualité de la vidéo était au rendez-vous. On a eu quelques petits soucis lors des phases de test, mais de toute façon, les vidéos sont disponibles sur le site internet Sistel. Donc, dernière diapo pour moi, ça concerne un geste élémentaire, c'est le nettoyage des mains. Un petit peu. Jérémy, on a une question sur les masques, s'il te plaît. Oui. Donc la question c'est, est-ce que se rendre sur site de travail avec un masque en tissu est conseillé ou pas? Je dirais que oui, c'est comme ça. Après, ça dépend. Enfin, si vous arrivez tout seul, donc dans ce cas-là, le port du masque il n'est pas forcément justifié. Donc là encore, ça nécessite une analyse de risque, mais rien n'empêche de venir au travail si vous avez une anxiété particulière avec un masque tissu. Après, si votre employeur vous met à disposition des masques barrières normés, effectivement, il est préférable de les porter. Après, le masque tissu, on n'a pas la capacité de filtration de l'air expiré, mais ça reste toujours mieux que rien, c'est sûr. Donc après, ça dépend de ce que l'employeur met à disposition. Merci. On peut enchaîner donc sur la deuxième vidéo sur le lavage des mains.
Ouais, on parlait tout à l'heure de techniques particulières pour le nettoyage des mains. Cette vidéo illustre bien la façon correcte de se laver les mains. On évoquait tout à l'heure le fait de privilégier le nettoyage des mains à l'eau tiède et au savon plutôt qu'au gel hydroalcoolique. Tout simplement parce que je l'évoquais tout à l'heure dans mes diapos sur les risques associés au produit. L'alcool a une action dégraissante, hein, c'est pour ça qu'on l'utilise. Donc forcément, à force d'un contact répété, on va avoir une action dégraissante de la surface de la peau avec des risques cutanés plus ou moins importants en fonction de l'utilisateur. Et puis, on remonte de plus en plus de situations accidentelles concernant l'inflammabilité de l'alcool, du gel hydroalcoolique, notamment pour les fumeurs qui se passeraient les mains au gel hydroalcoolique avant d'allumer leur cigarette, avec un risque incendie notable. Donc, je rappelle quand même que lors de l'utilisation d'un gel hydroalcoolique, il faut se frictionner les mains jusqu'à évaporation complète du gel. Hein. C'est la préconisation fournisseur. Donc, je vous laisse jeter un coup d'œil sur la vidéo. Eh bien, Loïc, je te laisse conclure. Oui, merci. Alors, entre-temps, on a une nouvelle question sur le masque. Beaucoup de gens portent un masque avec l'élastique à l'extérieur. Est-ce un problème? Je ne suis pas sûr de très bien comprendre l'élastique à l'extérieur. Moi non plus, mais bon, on peut éventuellement préciser. Vas-y. Non, mais je vois pas trop l'élastique à l'extérieur. Oui. En théorie, sur les masques barrières, vous avez une petite barrette qui est visible. Je suis en train de regarder les élastiques sont effectivement vers l'intérieur. Donc, si les élastiques sont à l'extérieur, il semblerait que le masque soit à l'envers. Alors, apparemment, oui, la petite précision sur la question, c'est que ce serait à l'envers. Donc, là, si vous voyez le masque que je vous présente, le masque que j'ai, il est bleu à l'extérieur et blanc. Donc, c'est la partie blanche qui doit être sur le visage et la partie bleue qui doit être à l'extérieur. Et en partie haute, il y a effectivement une petite partie métallique qui vient s'appliquer sur le nez. Et une fois posée, on vient pincer cette partie métallique pour bien ajuster sur le nez. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question posée, mais a priori, c'est comme ça qu'il faut le mettre. Bon, après, s'il est à l'envers, ce qui peut se poser, c'est un petit problème d'étanchéité au niveau de la barrette du nez, quoi. Donc, on perd forcément en qualité de filtration de l'air expiré. Très bien. Merci. Donc, la diapo que vous voyez là, vous avez quelques liens. On a volontairement réduit pour pas qu'il y en ait une liste indéfinie. Le premier, évidemment, c'est notre site internet Sistel, sur lequel vous allez pouvoir retrouver, je veux bien que tu passes sur la diapo d'après, Jean-François, c'est la page d'accueil de notre site internet. Vas-y, non, la diapo d'après, s'il te plaît, sur laquelle vous aurez la page d'accueil du site internet de Sistel. Voilà la page d'accueil. Et donc, en plein milieu, vous voyez s'informer, se documenter. Vous avez un petit encart avec un masque et autres. Ça fait partie des rubriques actualité, dans lesquelles vous avez 3 rubriques et 3 sujets qui portent sur le Covid, avec notamment toute une liste de documents que l'on est en train, encore en ce moment, de compléter.
Si on revient en arrière, Jean-François, sur les autres liens, donc le deuxième lien, c'est le site du ministère du Travail avec beaucoup de documents, beaucoup de dossiers, beaucoup de fiches, et notamment des fiches de prévention qui ont été réalisées spécifiquement pour un certain nombre de métiers. Donc en fonction de votre métier, peut-être que vous pourrez retrouver le vôtre et donc des fiches qui vous sont particulièrement adaptées. Et enfin, le dernier, c'est un site qui renvoie sur le site de l'INRS et qui reprend toute une liste de conseils par rapport à la prévention. Donc, ils vont compléter les choses que vous nous avez dit là. C'est assez complet. Vous pourrez aussi retrouver des informations. Alors, on va pouvoir se mettre sur la dernière diapo pour répondre à un certain nombre de questions, parce que là, il y en a plusieurs qui arrivent. Donc, je vais les donner, les transmettre à différents interlocuteurs. Déjà, je réponds à la question concernant la disponibilité du PowerPoint. Oui, ce sera disponible. On vous l'enverra à tous les participants. Je m'excuse auprès des personnes qui n'ont pu se connecter qu'un petit peu tardivement. On a eu un petit souci de connexion. On a enregistré la séance, donc on la mettra aussi à disposition sur le site internet si vous voulez la revoir ou la réécouter. Mais de toute façon, on vous enverra l'ensemble des diapos et des documents complémentaires. Alors, j'ai une question sur la durée du port d'un masque. Donc, je pense que Jérémy, ça va être pour toi. Quelle est la durée du port d'un masque ? En théorie, ce qui est préconisé, c'est de le renouveler toutes les 4 heures. Donc, en théorie, au moins sur une période de 8 heures de travail, 2 masques par jour. C'est ça. Sachant que là aussi, en théorie, le masque chirurgical, c'est un peu comme un Kleenex, c'est-à-dire quand on l'a utilisé une fois qu'on l'enlève, en théorie, il faudrait le jeter. Donc oui, là, ça signifie que si on l'enlève trop souvent, on va tomber dans une surconsommation importante. Donc, ce n'est pas simple à mettre en œuvre, évidemment. On n'est pas naïf, on sait bien que de temps en temps, on enlève son masque et on le remet. Dans ce cas-là, faites bien attention de l'enlever comme il faut, de le stocker dans un endroit préservé et, pour éviter. On parlait des masques à l'envers tout à l'heure, surtout si vous l'enlevez, gardez toujours la même surface au contact de vos voies aériennes. Parce que sinon, effectivement, il a plus d'intérêt le masque si un coup vous le mettez à l'endroit, un coup à l'envers. Donc repérez bien. Normalement, il est modelé à la forme du nez, donc c'est facile à repérer. Ouais. Alors justement, c'est une question. Un masque peut être utilisé 4 heures. Si on l'utilise seulement un petit temps, comment conserver le masque et le réutiliser ? On vient de l'aborder, effectivement, ça paraît difficilement envisageable de le mettre 1 heure le mardi et puis de le garder pour le mercredi suivant. Alors sauf cas exceptionnel et puis en cas de vraiment pénurie, il y a toujours possibilité de le stocker peut-être dans un sac congélation hermétique, mais là avec les risques, il y a quand même un risque de contamination de la surface interne du masque, donc c'est pas forcément conseillé. D'accord. Après ça dépend bien sûr du type de masque, mais les masques barrières que j'évoquais là tout de suite, là, en théorie, ce sont des masques jetables. Ouais. Alors ensuite, nous avons une question sur la filtration des masques, puisqu'on a parlé de capacité de filtration, a priori plutôt à l'expiration. Ouais. Qu'en est-il de l'inspiration ? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est différent ? Ah bah non, c'est pas du tout la même chose. Si vous voulez un masque efficace en inspiration, donc qui évite d'être contaminé par une personne malade, il faudrait opter pour un masque de type FFP2 qui est capable de filtrer 94% de mémoire les particules 94% des particules inspirées, particules et poussières d'ailleurs. Donc là, effectivement, les masques barrières, en termes de capacité de filtration de l'air inspiré, il est relativement faible. Et puis, il est d'autant plus faible qu'il est bien porté ou pas bien porté, que la personne ajuste bien au niveau de son nez, que la personne est bien rasée ou pas bien rasée, puisque forcément on casse un peu l'étanchéité avec la barbe. Donc
voilà, enfin, ce sont des masques qui sont efficaces pour les masques barrières, en tout cas pour éviter de contaminer. Et pas, enfin, et ils sont efficaces que si l'ensemble enfin, s'il y a une réunion, si l'ensemble des participants de cette réunion le portent. Si les gestes, enfin, si la distanciation n'est pas possible. Voilà, c'est un complément. En fait, le masque barrière est un complément des parades pour éviter de la contamination multiple lorsque la distanciation n'est pas possible. Merci pour cette réponse. Ensuite, une question pratique. Je vais changer d'interlocuteur un petit peu pour laisser Jérémy souffler un peu. Peut-être que Thierry va pouvoir répondre à la question d'après. Comment faire avec un masque lorsque nous devons déjeuner? Alors là, ça va être compliqué. Il faudra effectivement le retirer. Et dans ces cas-là, on revient sur les mesures de distanciation sociale. Donc, il faudra prévoir, alors si c'est une salle de restauration collective au sein d'une entreprise, il faudra l'avoir anticipé avant en mettant, par exemple, une chaise sur deux, marquer des emplacements sur lesquels les personnes vont pouvoir s'asseoir. Et dans ces cas-là, les autoriser effectivement à retirer le masque le temps du repas. Voilà, donc là, on jouera effectivement sur la notion de distance. D'accord. Merci. Ensuite, j'ai une question, je pense, qui va être plutôt pour Jean-François. Les salariés se plaignent de maux de tête avec le port du masque sur un temps long. Doit-on du coup peut-être expliquer à quoi c'est dû, peut-être un défaut d'oxygène, et doit-on fractionner le travail par rapport à ces déclarations? Oui, il faut se poser la question pourquoi, s'il y a plusieurs personnes qui ont des maux de tête, c'est peut-être un manque d'oxygénation et peut-être que le masque est un petit peu trop filtrant. Par exemple, ils ont peut-être des masques FFP2 en faisant des efforts. Et on sait qu'un masque FFP2, on a un petit peu de mal à inspirer puisque ça filtre beaucoup l'air. Et en faisant des efforts, on a besoin de beaucoup respirer. Hein. On augmente notre fréquence respiratoire et le volume d'air inspiré. Donc, ça augmente la pénibilité du poste de porter un masque. Hein. Donc, il faut adapter, bien sûr, donc évaluer le risque et adapter le type de masque au type de travail que l'on fait. Donc après, il faut se reposer la question, est-ce que le masque est indispensable ou pas? Est-ce qu'on peut avoir d'autres moyens plus collectifs de protection avant de passer aux moyens de protection individuelle? Donc tout ça, c'est un petit peu du cas par cas, mais voilà, on a probablement d'autres solutions à proposer. Merci. Alors du coup, Jean-François, je reste avec toi parce qu'on a une question concernant le retour au travail de salariés dits à risque élevé. Doit-on et où peut-on demander au médecin du travail de valider la reprise? Alors, les gens qui ont été mis en arrêt, on va dire, par la sécurité sociale parce qu'ils étaient considérés comme salariés à risque, donc il y a une liste de maladies, de pathologies, et les gens étaient automatiquement mis en isolement s'ils étaient en plus suivis en ALD, en affection longue durée par la sécurité sociale. Là, c'est un canal qui passe purement par la sécurité sociale. Nous, on ne rentre pas dans ce cadre-là et il n'y a pas d'obligation à faire une visite de reprise. Ça ne rentre pas dans le cadre des visites de reprise au retour au travail. Par contre, l'employeur peut très bien demander une visite occasionnelle à son médecin du travail. Alors, elle sera faite soit par le médecin du travail, soit par au début, ça pourrait être pris dans un premier temps par une infirmière en santé-travail chez nous qui transmettra le dossier après au médecin et donc l'employeur peut très bien demander une visite occasionnelle. Mais ce ne sera pas une visite de reprise puisqu'il n'y aura pas eu d'arrêt de travail au sens du Code du travail pour l'arrêt maladie prévu, les visites de reprise après arrêt maladie prévues dans le Code du travail. Alors, pour ceux qui ont été arrêtés par leur médecin traitant, qui ne sont pas passés par Déclare Amélie, là, le portail Déclare Amélie, eh bien là, ça dépend de la durée de l'arrêt. Si la durée a été de plus de 30 jours, eh bien, il y a obligation de demander une visite de reprise, donc il faut la demander. Et s'il a été de moins de 30 jours, il n'y a pas d'obligation et l'employeur peut, là aussi, demander une visite occasionnelle à son médecin et qui pourra être vue. Alors, la visite pourra très bien être faite aussi par téléphone. Elle n'est pas obligatoirement faite en présentiel. Là, c'est le médecin qui décide s'il a besoin ou pas de voir en présentiel le salarié. Voilà, mais il peut donner son avis.
on peut lui demander. Merci. Eh ben, je te garde au chaud, Jean-François, sur le feu, puisqu'on a encore une question de santé. Des irritations apparaissent sur certaines personnes avec le port de masques chirurgicaux. Quelles pourraient être les recommandations? Ben, peut-être changer de type de masque chirurgicaux. Peut-être que le masque est peut-être un peu trop petit par rapport au visage, puisque ce sont des masques à taille unique et puis ça ne s'adapte pas forcément à tous les visages. Après, il peut y avoir, alors c'est pareil, on peut repenser le port du masque. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire ou pas, et puis, après, il y a peut-être d'autres types de masques qui seront mieux supportés. On peut mettre aussi des crèmes hydratantes sur le visage si les gens souffrent d'irritation. Après, il faut évaluer. C'est toujours pareil, il faut évaluer le risque et le bénéfice ou pas par rapport au port du masque. Si ça crée plus de problèmes au niveau du visage que ça n'a d'utilité, voilà, il faut revoir la question à ce moment-là. Mais il y a d'autres types de masques, je pense, qui peuvent être testés, puisque tous les masques ne sont pas supportés de la même manière. Alors, du coup, ça rejoint une autre question, peut-être qui vient d'être doublée de 2 personnes qui demandent du coup si la visière peut être aussi efficace que le masque. Est-ce que ça peut être envisagé comme une alternative au masque ou est-ce que c'est complémentaire sur l'efficacité de la visière ou son usage? Qui répond? J'ai pas attribué. La visière se conçoit, à mon avis, en plus du masque. Le masque, il protège la bouche et le nez des projections que l'on émet et celles qu'on peut recevoir pour certains types de masques. La visière, c'est comme un écran portatif, mais on peut respirer quand même les gouttelettes si elles peuvent passer à côté de cette visière. Donc, la visière est, à mon avis, moins efficace. Oui, elle n'a pas la même globalité d'efficacité. Tout à fait. Si on en revient au masque, on a visiblement quelqu'un qui a des difficultés pour trouver des masques FFP1 ou FFP2 à valve. Où en trouver? Effectivement, les fournisseurs, je pense, doivent être assez en difficulté. Il y a une plateforme Internet qui a été mise en place par la région Centre, Chartres Agglo, etc. On vous mettra la coordonnée sur le site Internet pour mettre en relation les fournisseurs et les clients. Mais vous n'êtes pas les seuls, évidemment, à rechercher ça. Par contre, la deuxième partie de votre question, c'est de plus, est-ce que ces masques protègent ou ne protègent pas contre les virus, donc les FFP1 ou FFP2 à valve notamment? Je pense, Jérémy, tu peux peut-être répondre à ça? Moi, je vais reprendre la parole, c'est Thierry Lévy. Moi, j'ai juste une information, une petite alerte. Si vous avez une valve sur les masques, ils peuvent vous protéger de l'inspiration. Par contre, c'est-à-dire qu'ils sont plus efficaces à l'expiration. Donc, si vous êtes dans un lieu collectif, il faut prendre des masques sans valve. La valve, en fait, facilite l'expiration de l'air. Plutôt que l'air repasse par le média filtrant du masque, il va passer directement par la valve. Donc, si vous avez une valve, en fait, vous allez remettre en suspension dans l'air, si vous êtes contaminé, bien sûr, le virus. Donc ça, c'est un point de vigilance. Très bien. En complément de réponse sur le FFP1, FFP2, Jérémy, ou ça suffit? Non, je pense qu'on a. Après, effectivement, sur la disponibilité, de toute façon, c'est la pénurie un peu partout. Donc, effectivement, pour se fournir, et je pense qu'il va falloir être patient. Ce qui est d'autant plus dommageable pour les professions à risque qui nécessitaient au préalable le port de masques de type FFP2. Je pense notamment aux soudeurs, je pense aux menuisiers, etc. Donc là, ouais, c'est très très compliqué, mais c'est compliqué pour tout le monde, y compris pour les professionnels de santé. Donc j'ai pas de réponse et de fournisseur à évoquer parce que c'est partout pareil, compliqué. D'accord. Jean-François, encore une question pour la reprise d'un salarié à risque avec arrêt de travail du médecin traitant. Faut-il un certificat médical d'aptitude? Alors, tu vas pouvoir répondre. Un certificat médical d'aptitude du médecin traitant. Eh bien non. Alors, le certificat d'aptitude est une exclusivité du médecin du travail. Donc, le médecin traitant ne peut pas faire de certificat d'aptitude. Ça, c'est clair. Après, la personne a eu un arrêt de travail. Il y a une date de fin sur l'arrêt de travail.
Le lendemain de l'arrêt de travail, de cette date de fin, le salarié reprend le travail. L'employeur doit demander la visite de reprise si l'arrêt a été de plus de 30 jours. S'il a été moins de 30 jours, l'employeur n'est pas obligé de demander la visite de reprise. Après, il peut demander l'avis du médecin à ce moment-là, mais à ce moment-là, ce sera une visite occasionnelle à la demande de l'employeur et le médecin lui donnera son avis après la reprise. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Ben, je pense que si. Mais en aucun cas, un certificat du médecin traitant disant Monsieur Untel peut reprendre son travail n'est suffisant dans les cas d'arrêt de plus de 30 jours. D'accord. Alors, cette question-là, je vais pouvoir y répondre. C'est une personne qui dit « J'ai un salarié qui est malentendant et du coup, cela pose des problèmes car tout le monde porte des masques, il ne peut pas lire sur les lèvres. Avez-vous des conseils à nous donner ?» Alors, c'est effectivement un souci pour les personnes malentendantes et certains plus sensibles que d'autres qui, du coup, se sont lancés dans la fabrication de masques avec une partie transparente à distribuer donc aux personnes qui étaient dans l'entourage des personnes malentendantes. Alors, c'est un petit peu compliqué, c'est un peu contraignant et puis surtout, ce ne sont pas des masques grande série que l'on trouve très facilement, donc ce n'est pas simple. Là, je dirais que dans l'adaptation, ça va être… Dans le relationnel avec les personnes et les entourages. Si vraiment la personne est, entre guillemets, seulement malentendante et qu'elle peut entendre quand même un peu, ça va être demander aux personnes de parler nettement plus fort ou de se tenir à distance pour pouvoir enlever le masque et parler en face à face avec la personne pour que si elle a vraiment besoin de lire sur les lèvres, qu'elle puisse le faire. Si c'est le seul mode de communication qui peut fonctionner, il faut de la distance pour pouvoir lire sur les lèvres ou alors opter, comme on le disait plus tôt dans l'exposé, avoir des communications par Skype ou par téléphone, par Skype, pardon, pour pouvoir du coup lire sur les lèvres, ou alors par communication en direct, mais en tapant et en écrivant ce que l'on veut échanger, soit par mail, soit par communication directe de ce type. J'ai une question du coup sur en cas de pluie, comment travailler à l'extérieur avec un masque. Alors, avant de répondre à ça, je peux peut-être donner un complément d'information puisque nous avons un médecin collaborateur à Sicelle qui détient une information d'un virologue allemand qui conseille le gouvernement allemand, donc qui est probablement assez compétent, et qui attire l'attention sur le fait que le port de masque n'est pas indispensable à l'extérieur du fait de la dispersion du virus dans l'air. C'est probablement vrai si les personnes qui travaillent sont assez éloignées les unes des autres, mais compte tenu de ce complément d'information, peut-être, je ne sais pas, Thierry ou Jean-François, par rapport au port de masque en extérieur et notamment en cas de pluie, comment on fait ? On sait que plus un masque est humide, moins il est efficace. Absolument. Donc, soit il est humidifié par l'intérieur, j'allais dire, par le fait de parler, et même on transpire sous un masque, et donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut le changer tous les 4 heures maxi. En extérieur, s'il pleut, c'est vrai que le masque ne va pas être efficace. Alors après, il faut repenser l'utilité ou pas du masque. Est-ce qu'il faut revoir l'organisation de travail pour que les gens s'éloignent un peu pour permettre de ne pas porter de masque? Ça peut être aussi l'utilité justement des visières, mais c'est pareil, avec la pluie, les visières, ça peut un peu gêner. Mais bon, ça peut être encore quelque chose de possible. Voilà, je ne sais pas, après, il faut voir, les IPRP ont peut-être d'autres idées. Après, effectivement, ça va être de voir en extérieur. Il est souvent beaucoup plus facile de maintenir la distanciation sociale, donc de nouveau de jouer sur les distances. Après, je n'ai pas d'éléments factuels, mais en cas de pluie, a priori, je pense que la propagation va être réduite également. Il y a une chance que les postillons qu'on envoie dans l'air, en fait, ils vont être pris dans les gouttelettes de pluie et se sédimenter au niveau du sol de manière plus rapide. Donc, je pense que le risque, a priori, je pense qu'il serait moindre également en cas de pluie ou de forte pluie. Et après, non, ce serait effectivement de rejouer sur les distances. Pourquoi pas mettre la visière. En extérieur, le risque est déjà a priori moins élevé. Oui. Très bien, merci. Alors, je suis en train de répondre par écrit à une question. A priori, je ne vois plus de questions ouvertes. Donc, il est 11h54. On a un petit peu débordé par rapport à l'horaire prévu, mais c'est avec plaisir qu'on peut répondre à vos questions.
J'ai une question, une conversation qui est en train de s'activer sur effectivement le point que nous avons abordé tout à l'heure, sur la nuance qu'il y a entre certificat pour personnes qui seraient fragiles, certificat d'isolement. et du coup l'isolement, etc. etc. Ben, peut-être tu peux dire quelques points Oui. un peu là-dessus. Le certificat d'isolement donc a été prévu pour isoler les personnes fragiles. Donc d'après le décret qui est sorti de la liste des maladies concernées, il peut être fait par le médecin traitant, mais il ne contient jamais de date de fin. Il n'est pas prévu qu'il y en ait, puisque la date de fin est donnée par un décret, le décret sur la sécurité sanitaire, qui pour l'instant fixe cette date au 31 mai 2020. Voilà. Donc d'office, c'est mis jusqu'au 31 mai 2020. Il n'y a pas besoin de le préciser sur le certificat. Par contre, après le 31 mai, je ne sais pas ce qui va se passer. Pour l'instant, on n'a pas de prolongation de cette date. Peut-être qu'il y aura une prolongation un jour. Et s'il y a une prolongation, par exemple, jusqu'au 30 juin, eh bien, d'office, les gens seront en isolement jusqu'au 30 juin. Alors là, c'est valable pour les gens malades, qui ont pas malades du Covid, hein, qui ont une pathologie à risque de forme grave de Covid ou qui vivent avec des gens à risque de forme grave de Covid. Donc, le certificat d'isolement est fait par le médecin traitant. Le médecin du travail peut éventuellement en faire un qui s'appellera certificat d'interruption de travail, mais c'est le même principe, il n'y aura pas de date de fin. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Alors, je vérifie que nous n'avons pas d'autres questions ouvertes. Non, alors là, ce n'est pas le cas. Donc, il est 11h55. Ce que je vous propose, c'est que nous laissions ce webinaire ouvert jusqu'à midi, donc encore 5 minutes. Si vous avez des questions, si vous avez un souci. Et sinon, pour tous les autres, je vous remercie beaucoup de votre participation. Je vois que petit à petit, les gens se déconnectent. Merci à tous d'être restés. Merci beaucoup. Et une information quand même sur des prochains webinaires à venir la semaine prochaine. Ils seront plus spécifiquement dédiés au document unique, à l'évaluation des risques et à la mise à jour du document unique. Le premier sera le 4 juin. Comme vous êtes inscrit à ce webinaire, vous recevrez une invitation. Donc, le premier sera plus sur une information sur ce que vous devez faire. Et le 9 juin, pour ceux qui en auraient besoin, il y aura un atelier pareil, sous forme de webinaire, pour vous aider à démarrer ou commencer votre document unique. Mais on vous enverra les invitations. Voilà, je vois. Ben merci. Je transmets aux animateurs pour les intervenants, puisque nous avons beaucoup de remerciements sur ce que vous avez dit. Donc, je confirme qu'il y aura un compte rendu et qui sera envoyé à tout le monde. Merci à tous. Bonne fin de journée et probablement à bientôt pour d'autres webinaires. Merci.